Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire un petit vidéo très court sur les tableaux et les pointeurs. Cette partie sera formulée sous forme d'un travail dirigé. Première partie, donc l'objectif de ces exercices est de comprendre comment on peut manipuler les tableaux et les pointeurs. Je vais commencer par le premier exercice. Donc l'objectif de ce programme c'est de demander à l'utilisateur la taille d'un tableau d'une seule dimension, puis permettre à l'utilisateur de saisir les éléments du tableau un par un et ensuite afficher les éléments qui sont été déjà saisis. Il faut savoir que le tableau, c'est une variable qui va être créée. Bien sûr, on aura besoin de définir le type des valeurs à saisir à l'intérieur du tableau. On va nommer le tableau et la déclaration de la taille sera définie suivant une accolade, par exemple. Donc, je vais faire un exemple cette fois pour faire la lecture et la saisie. On va voir le premier exercice. Donc, on va essayer de créer trois tableaux. Chacun, on va faire la saisie et l'affichage. Donc, on aura besoin de définir des variables N1, N2, N3 qui vont être saisies par l'utilisateur pour faire les extraits membres de chaque tableau. Bien sûr, pour déclarer un tableau, on a besoin de définir une nombre de cases d'initialisation. Puis, on va utiliser une autre variable pour faire le comptage, fort pour le scan ou bien pour l'affichage. On va demander à l'utilisateur de donner la taille du tableau. Puis, on va faire la boucle qui va scanner, lire bien sûr chaque variable donnée par l'utilisateur. Il va l'affecter dans une case des tableaux. Donc, il faut savoir une petite chose qui est très importante, s'il vous plaît. Pour faire le scan, il faut toujours donner l'adresse de chaque case. Donc la case, le compteur est de i, donc on va commencer de 0 jusqu'à n1 défini par l'utilisateur. Et toujours, il faut faire attention que vous devez donner l'adresse. Donc la même chose, on peut faire pour les deux autres tableaux. Puis, si on veut faire la manipulation, par exemple, des éléments, c'est-à-dire que si vous voulez afficher, donner des valeurs pour le premier tableau N1 et le tableau N2, et le tableau T3, il va faire, par exemple, la somme des deux de chaque case. Donc, bien sûr, il arrive que parfois les utilisateurs donnent des tailles différentes. Donc, il faut faire une condition sur la taille et prendre la taille minimale, puis faire la somme. Par exemple, si on veut faire la somme des éléments contenus dans le premier tableau, puis la même chose pour le deuxième tableau et on va affecter le résultat dans le tableau de troisième tableau. La même chose pour les autres conditions. Si par exemple le premier tableau a une taille plus supérieure que le deuxième tableau, on va faire l'affectation de même. On va prendre la taille du plus petit. Et bien sûr, dans le cas favorable, c'est-à-dire si vous avez la même taille M1 et M3, ils sont égaux, donc on n'aura pas de problème. L'affectation de la variable, elle sera faite d'une manière implicite, explicite. Et pour faire l'affichage, s'il vous plaît, il faut faire attention entre la différence de lecture et écriture. On n'a pas besoin de donner end l'adresse de la tableau. On va donner la valeur directe du tableau. Maintenant, on va faire une exécution rapide, juste pour vous montrer. Donc, voilà. Exercice 1. Donc, bien sûr, ces exercices ils seront donnés dans la description. Vous pouvez les voir après. Voilà. Donc, on va prendre par exemple la taille 3, 2, 4 et 7. Pour le deuxième tableau, on va prendre une taille plus grande. On va prendre par exemple 4 et on va donner les valeurs. Bien sûr, il va saisir. Il va uniquement afficher les 4 éléments et bien sûr, le dernier élément, il va prendre la valeur 0, c'est-à-dire il va créer une case T1, 2, 3, il va donner la valeur 0 et il va faire l'affichage. Maintenant, je vais passer rapidement. Donc, les manipulations utilisées pour les tableaux sont comme ça. Il y a uniquement une petite information si on veut ajouter, c'est il faut savoir que quand vous donnez une taille à un tableau, par exemple 4, il va créer 4 cases, bien sûr, il va créer 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et la dernière, ce sera anti/0. Donc, si vous ne connaissez, par exemple, si vous avez un tableau et vous ne connaissez pas leur taille, donc au lieu d'utiliser for
for la boucle, il faut toujours connaître les extrémités de chaque boucle, c'est-à-dire vous sachez que la première case, c'est à un adressage 0, par exemple, si on peut dire ça. Et la dernière case, il sera x3. Mais si vous ne connaissez pas que la taille du tableau est 4 et que vous voulez faire un affichage ou bien un scan, donc vous pouvez utiliser la boucle while et la condition de bouclage, il sera tant que x de i est différente, x de i est différente de anti-slash 0. Donc ça arrive à utiliser, au lieu d'utiliser une condition, pour un bouclage, une utilisation for, donc vous pouvez faire un bouclage en utilisant while avec la condition tant que x de i n'est pas égal à 0, c'est-à-dire que vous faites un scan de gauche vers la droite et si vous tombez dans anti-slash 0, vous arrêtez le bouclage. Maintenant, on va voir un autre exercice qui va expliquer un petit peu plus les utilisations des tableaux. Donc, ça, c'est un exercice qui va faire pas mal d'opérations. On va essayer de corriger les questions une par une. Donc, on va commencer par définir un tableau de type réel qui a une taille 50. Une variable max pour définir, qui va être donnée par l'utilisateur, une valeur de taille de tableau qui est inférieure à 50. Et on aura besoin des variables n, i, nombre 1, k égale à 0, des variables qu'on va les manipuler après. Donc on va commencer premièrement par faire une condition sur le tableau. Il faut savoir, s'il vous plaît, l'utilisation de scanf, ce n'est pas uniquement pour lire une variable, mais aussi il va vous donner une output soit 0, soit 1. Si par exemple vous donnez une variable qui ne correspond pas à une valeur de type entier, donc la scanf va vous donner une valeur comme sortie qui est égale à 0, différent de 1 bien sûr. Si vous donnez une valeur n de type entier, donc la lecture sera faite, donc la fonction scanf va vous donner un 1. Bien sûr, on va essayer toujours de faire une condition sur la variable donnée par l'utilisateur. Bien sûr, la variable doit être positive et la variable doit être inférieure à 50. Donc, si elle est supérieure à 50, ça veut dire qu'on doit afficher un message d'erreur et finir le programme, c'est-à-dire qu'on va écrire printf taille est invalide. Donc, sinon, le cas de else, on va commencer à remplir le tableau. Bien sûr, pour faire le remplissage du tableau, on va faire une boucle for. Bien sûr, dans notre cas, on connaît la taille maximale du tableau qui sera saisie par l'utilisateur, donc on n'a pas besoin d'utiliser la boucle while et la condition anti-slash 0 qui est la valeur donnée par la dernière case. Pour afficher, par exemple, comme ça, écrire tableau avec son indice, on va écrire printf t modulo t qui va référer à l'indice i et on va faire la lecture de type réel and c'est l'adressage dans le tableau. Donc ça, l'objectif c'est de donner un message d'erreur si l'utilisateur ne va pas donner la taille qui sera inférieure à 50 et bien sûr positif. Dans le cas de première question qui a pour objectif de chercher la note maximale dans le tableau, donc si on a 50 cases et on veut déterminer la valeur maximale, donc on va essayer de faire une fonction conditionnelle sur la taille. Donc bien sûr, on va prendre la première case, il sera affecté à la variable max. Et suivant cette variable, on va faire une comparaison. Bien sûr, on va commencer le bouclage de 1 parce qu'on a donné la variable 0 à max. Et on va faire le bouclage de 1 vers la taille du tableau et plus. Et la comparaison entre la variable donnée lue par le scan en fonction de max, il est positif, donc on va changer la valeur de max, ainsi de suite, et le bouclage il va scanner tout le tableau jusqu'à donner la variable maximale du tableau. Bien sûr, si cette condition n'est pas vérifiée, donc on va garder la variable maximale qui a déjà été affectée avant. Et on va afficher la variable maximale. Donc ça, c'est une méthode pour comparer les variables dans tout le tableau, le scanner et donner une réponse suivant la question posée par la question, par exemple, maximum. On peut faire la même chose pour le minimum.
Donc, deuxième question, c'est de calculer la moyenne. Donc, on va essayer de trouver, de faire la somme de tous les variables dans le tableau et calculer leur moyenne. Donc là, en fait, c'est très simple. L'expression utilisée, c'est S plus I, T de I, sachant que S plus I, T de I, ça veut dire aussi, voilà, ça veut dire aussi S égale à S plus T de I. Donc c'est la même chose, soit vous utilisez la variable, cette expression, donc soit vous utilisez l'expression suivante, la même chose. Et pour calculer la moyenne, il faut diviser par le nombre de notes, bien sûr, ce qui est n, et on va faire l'affichage. Pour une boucle de 0 jusqu'à l'indice, si on veut calculer le nombre des élèves qui ont eu une supérieure à la moyenne, donc bien sûr on va faire la comparaison entre T de I et la moyenne qui sera déjà calculée, et incrémenter un nombre, cet nombre qui va donner le nombre d'élèves qui ont la plus de moyenne. La question 4, c'est de chercher une note bien définie dans le tableau. Si, par exemple, vous voulez savoir s'il y a des 12, par exemple, donc on va demander à l'utilisateur de donner le nombre qu'on veut afficher. On va faire un bouclage et on va faire cette fois la condition de comparaison, c'est-à-dire égal-égal. Et si c'est égal-égal, on va donner l'indice où on a trouvé que c'est ce nombre, où il existe, bien sûr. Et si vous voulez faire une condition sur break, c'est-à-dire finir le bouclage, si vous l'avez trouvé, pas la peine de faire continuer la recherche. On peut faire un test sur la variable donnée par cas, qui est initialement dans les 0. Donc si on n'a pas trouvé la variable, puisque le cas est initialement 0, donc on va afficher la note directement qui n'existe pas. Donc la même chose, on peut faire un tri décroissant, donc on aura besoin d'une variable intermédiaire, exemple Pmax. Bien sûr, on va essayer de donner l'indice de Bmax, juste pour savoir les indices qui sont intercomparés après. Donc, on va faire deux bouclages. Un bouclage pour connaître l'indice de chaque position et un deuxième bouclage pour savoir la variable, l'endroit de la variable et de l'affecter. Donc, on va faire une condition sur T de G. G, c'est le deuxième bouclage. T de Pmax, c'est le premier bouclage suivant l'index. Donc, on va comparer première. Donc, on va faire un petit croquis juste pour vous expliquer. C'est très simple. Donc, on va faire comme ça, notre tableau qu'on veut faire. Bien sûr, si je veux faire une comparaison, je vais isoler le premier élément dans un autre tableau, comme ça. Et je vais comparer, je vais le nommer par exemple X. Et je vais faire une comparaison de X avec chaque élément du tableau jusqu'à ce que je trouve s'il est supérieur, inférieur ou bien égal. Donc c'est la méthode qu'on va utiliser pour faire le tri. Bien sûr, vous pouvez utiliser une autre méthode, ça dépend de vous. Donc on va faire un 10 si la variable est supérieure si la variable scannée est supérieure à la variable donnée, donc on va donner à l'indice la position qu'on veut. Puis on va créer une variable X ou bien une variable intermédiaire qui va prendre la position de chaque place et la variable donnée par Pmax qui va donner l'endroit où la valeur qu'on veut changer de position est inférieure. Et on va faire l'affectation directe, puis on va faire la permutation. Et de cette manière, on peut faire un tri décroissant. Si on veut faire un tri croissant, donc il suffit de changer la manière du scan de la deuxième boucle et vous faire le tri décroissant, c'est-à-dire I moins, N est ici, et plus est ici, et il doit être supérieur. Donc je vais vous donner cet exemple et c'est à vous de faire le tri d'une sens inverse et faire l'affectation. Donc on va faire un petit exemple rapide. Donc l'exercice 1, l'exercice 2, voilà, et on va demander, par exemple, on va essayer de faire uniquement 5 éléments rapidement pour ne pas perdre du temps. Enfin 2, donc imaginons que la moyenne c'est sur 40, 30, 35, ou bien 25, 36. Il va donner une valeur maximale qui est 40 par exemple. Voilà, il a cherché la note maximale c'est 40 sur 40, la moyenne c'est 30,6, le nombre de notes données en moyenne, les notes qui ont la moyenne donc supérieure à le nombre d'éléments qui est 4, sont 2 qui ont la moyenne.
entrer la note à chercher. Donc, par exemple, on va donner 30, par exemple. Et vous pouvez faire la même chose sur 20. Donc, il vous a donné que là, il est dans la position 1. Il a refait le tri. Donc, vous pouvez voir qu'il est décroissant 40, puis 36, 30, 25, puis 22, puis la valeur minimale. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu les pointeurs et la différence entre l'utilisation d'un pointeur et l'utilisation d'un tableau. En fait, c'est très simple. Il faut savoir que le pointeur, c'est une variable, bien sûr, tous, en suivant le type qu'on veut stocker, type de variable. Et pour déclarer un pointeur, donc, on va déclarer sous cette forme. Donc, il suffit d'écrire étoile puis x, le pointeur. Donc le pointeur, c'est comme un tableau qui est dynamique, c'est-à-dire qu'un tableau qui va créer uniquement une seule case. Et à chaque fois que vous donnez une nouvelle variable au pointeur, il va créer une case prochaine et affecter la variable. Donc le tableau, il est statique, on doit connaître le nombre de cases d'une manière initiale, mais le pointeur, c'est une méthode qui va créer un tableau d'une manière dynamique, c'est-à-dire à chaque fois que vous donnez une valeur, il va créer une nouvelle case. Donc il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser pour définir une mémoire maximale. Donc il faut savoir que le pointeur, en fait, je peux le considérer que c'est la base langage C, puisque le langage C, c'est un langage qui va manipuler la mémoire directement vers la RAM. Et le pointeur, il peut vous donner une manipulation, utilisation plus fluide et flexible sur la mémoire que vous avez dans votre RAM. Donc, on va faire une petite manipulation. Donc, premièrement, on aura besoin d'ajouter une nouvelle bibliothèque std pour utiliser des nouvelles fonctions comme la fonction malloc. Je vais expliquer après son utilisation. Donc, pour créer un tableau, je vais créer un tableau de type de variable à stocker, c'est floats. Le tableau, il est nommé étoile t. Et une valeur initiale n et qu'on va utiliser et sûrement pour la boucle n, c'est pour définir une taille, nombre de cases. Donc je vais donner à l'utilisateur l'opportunité de me donner un nombre de cases qu'il veut pour son tableau, donc n. Et maintenant on va utiliser la fonction malloc. Premièrement, il faut savoir type de variable qu'on va donner. Bien sûr, l'horaire, pardon. Le pointeur, il sera de type réel, donc on va écrire réel étoile. Même chose pour définition de taille, donc bien sûr, là, chaque case mémoire a une taille définie suivant son type de variable à stocker, puisque la taille, on va créer un nombre de cases qui seront size of de type float, et ici on peut définir le nombre de cases à créer. Donc, la variable donnée c'est n, qui sera donnée par l'utilisateur, et il va, grâce à cette fonction malloc, c'est-à-dire dynamic allocation, c'est une allocation dynamique de mémoire. Donc, il va donner au pointeur un nombre d'espaces bien défini, c'est-à-dire un nombre de cases qui seront définis par l'utilisateur, et constant. Et cette fonction malloc, bien sûr, vers la fin de l'utilisation de notre code, il faut faire free, c'est-à-dire il faut libérer la mémoire, utiliser malloc puis free. Donc toujours utilisation de malloc. À la fin de l'utilisation de ces cases de mémoire, on va libérer la mémoire en utilisant free. Et grâce à cette méthode, on peut réutiliser la mémoire à nouveau et pour ne pas gaspiller les ressources au niveau de mémoire, notre code. Bien sûr, on va demander à l'utilisateur d'entrer les valeurs dans chaque tableau par printf. Le scan, on peut le faire avec for, puisqu'on connaît la taille de chaque case, donc i égale à 0 jusqu'à n, la valeur donnée par l'utilisateur. Et on va demander à l'utilisateur de donner à chaque fois la valeur de t de i, et on va faire un scan. Et le scan, bien sûr, il sera défini comme ça. Donc, s'il vous plaît, il faut comprendre que si vous vous rappelez le tableau, le scan, il était comme ça. Donc, on écrivait end t de i. Le scan, il était comme ça. Mais en utilisation de pointeur, on va faire le scan t plus i. Donc, uniquement écrire t. I plus i, ça veut dire i, l'index de la case que vous voulez faire le calcul. Et bien sûr, la variable s, c'était pour objectif de calculer la somme des valeurs données par
par le tableau. Donc les valeurs ils seront écrites comme ça, étoile T de I, contrairement à la méthode qu'on a utilisée dans l'affichage qui est comme ça, T de I uniquement. Voilà. Donc T de I comme ça. Il y a une différence entre l'utilisation des tableaux. Pour calculer les variables, on les calcule comme ça. Pour les pointeurs, on écrit AND T de I. Ça, la différence entre les deux. Donc, on va faire l'exécution de cet exercice. Donc, ces exercices, je vais vous les donner dans la description de cette vidéo, bien sûr. Donc, on va prendre 3 cases, par exemple, 3, et on va saisir 3, 4 et 5. Voilà, 6, par exemple. Et la somme, c'était 12. Et puis, après avoir libéré la taille, on peut voir que la mémoire sera vide. Donc, j'espère que j'ai été court, je n'ai pas consommé plus de temps pour ce temporaire et que c'était bien clair. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.